Une transaction de 300 millions de dollars était en train de capoter au 47e étage de Hawthorne Global. Les 12 interprètes recrutés auprès des meilleures agences du pays étaient assis, abattus, incapables de suivre le déluge de dialectes rares que le consortium Cronin ne cessait de leur lancer. Vivian Hart, PDG, avait déjà la main sur le dossier, prêt à partir. C'est alors qu'un homme vêtu d'un uniforme de concierge gris, toujours agrippé à son chariot de nettoyage, s'avança depuis le couloir et demanda 30 secondes. Il parla la première langue, puis la deuxième, puis la huitième. La salle devint silencieuse. 7 jours avant ce moment dans la salle de conférence vitrée, Caleb Monroe poussait son chariot de nettoyage dans les couloirs vides du siège social de Hawthorne Global à 2 heures du matin. Le bâtiment était une cathédrale d'acier et de silence. À cette heure-là, les 49 étages de marbre poli étaient éclairés par des lumières d'ambiance réglées par des minuteries automatiques et le faible bourdonnement des salles de serveurs enfouies quelque part au fond des murs. Caleb en connaissait chaque recoin. Il savait quel ascenseur faisait un cliquetis au 32e étage, quel robinet de salle de bain au 18e étage fuyait malgré les nombreuses demandes d'intervention du service de maintenance, et quelle porte d'escalier au 47e étage ne fermait jamais correctement. Il nettoyait ce bâtiment depuis 3 ans, 5 nuits par semaine, et pendant tout ce temps, aucun cadre n'avait jamais appris son nom. C'était voulu. Caleb menait une vie fondée sur l'invisibilité. Âgé de 33 ans, mince et discret, il avait un visage que les gens regardaient sans le voir. Il louait un studio à 14 pâtés de maison de la Hawthorne Tower, un endroit si petit que le comptoir de la cuisine lui servait de bureau et que le placard contenait exactement 4 ensembles de vêtements. Son salaire servait à payer le loyer, la nourriture et le solde d'une dette médicale qui le suivait depuis des années comme une tempête qui s'éloigne lentement. Il n'avait rien d'autre. Pas d'abonnement à des services de streaming, pas de voiture, pas de carte de crédit, juste son travail, son sommeil et la petite radio transistor qu'il gardait sur sa table de chevet, réglée sur des stations en langues étrangères, dont le signal variait en fonction de la météo. La radio était la seule chose qui n'avait pas de sens si l'on regardait la vie de Caleb de l'extérieur. Tout comme la boîte en carton sous son lit, remplie de livres de phrases abîmés, de guides de grammaire aux reliures craquelées et de cahiers remplis d'une écriture si dense que les marges étaient épuisées depuis des années. Français, allemand, espagnol, italien, japonais, arabe, russe, mandarin. 8 langues qu'il avait apprises seul au cours d'une décennie de répétition incessante et obstinée, acceptant des emplois dans tous les pays qu'il accueillait pour apprendre auprès des personnes qui travaillaient à ses côtés. Chaque emploi était temporaire, chaque pays une salle de classe qu'il ne pouvait pas se permettre, mais où il allait quand même. Il n'en parlait jamais, ni à personne à Hawthorne, ni aux autres concierges de nuit, ni aux propriétaires qui lui demandaient parfois pourquoi il marmonnait toujours dans des langues autres que l'anglais. Caleb avait compris depuis longtemps que les gens ne voulaient pas savoir ce qu'un concierge pensait ou ce qu'il savait faire. Ils voulaient que les sols soient propres et les poubelles vidées le matin. Tout ce qui dépassait ce cadre les mettait mal à l'aise. Au 47e étage, les choses avaient été différentes toute la semaine. Caleb l'avait remarqué dès le lundi. Des badges de sécurité supplémentaires, des commandes de restauration qu'il n'avait jamais vues auparavant, et une attention particulière de la part du personnel de jour qui restait dans l'air comme de l'électricité statique même après leur départ. Mercredi, les rumeurs étaient parvenues jusqu'à l'équipe d'entretien. Hawthorne Global était sur le point de conclure la plus grosse affaire de son histoire, un partenariat avec une société appelée Cronin Consortium, un groupe multinational présent en Europe, au Moyen-Orient et en Asie de l'Est. Le chiffre avancé était de 300 millions de dollars, mais personne parmi le personnel de nettoyage ne savait si c'était vrai ou si c'était juste une légende urbaine. Ce que Caleb savait, parce qu'il nettoyait la salle de conférence où se déroulaient les réunions préparatoires, c'est que Vivian Hart menait personnellement les négociations. Il avait vu son nom sur tous les tableaux blancs, sur tous les documents imprimés laissés sur la table. Vivian Hart, PDG de Hawthorne Global depuis l'âge de 34 ans, était la plus jeune de l'histoire de l'entreprise et, de la vie générale, plus exigeante. Caleb ne lui avait jamais parlé. Il l'avait vue exactement 3 fois, toujours tard le soir, alors qu'elle était encore dans son bureau au 49e étage, la lumière découpant un rectangle net dans le couloir sombre. Elle ne levait jamais les yeux. Il ne cessait jamais de pousser son chariot. D'après ce que Caleb avait pu reconstituer à partir de documents d'information jetés,
Le consortium Cronin avait une réputation qui le précédait comme un avertissement. Il était connu dans le monde des affaires pour ses tactiques de négociation non conventionnelles, non pas parce qu'il était malhonnête, mais parce qu'il estimait que toute entreprise digne d'être partenaire devait être capable de supporter une pression qui allait au-delà des feuilles de calcul et des projections. Sa philosophie était simple et impitoyable. Si vous n'étiez pas capable de vous adapter à l'imprévu, vous n'aviez rien à faire dans la signature d'un contrat qui s'étendait sur plusieurs continents. Les anciens partenaires avaient décrit leur style de négociation comme un test de résistance destiné à révéler si les personnes assises de l'autre côté de la table étaient véritablement compétentes ou simplement bien préparées. Jeudi, les préparatifs de Hawthorne battaient leur plein. Vibe a réuni ce que son chef de cabinet a qualifié de la meilleure équipe linguistique que l'argent puisse acheter. 12 interprètes provenant de 5 agences différentes, couvrant 9 langues au total. Ils étaient certifiés, contrôlés et coûteux. Chacun d'entre eux avait déjà effectué des traductions de haut niveau pour des entreprises ou des diplomates. Sur le papier, il n'y avait aucune lacune dans la couverture. Caleb a vu leur dossier éparpillé sur la table de conférence ce soir-là, alors qu'il passait de l'aspirateur sur la moquette. Des CV impressionnants, des universités prestigieuses, des habilitations gouvernementales. Il a remis les papiers exactement là où il les avait trouvés et est passé à la pièce suivante. Le vendredi matin est arrivé avec le poids de l'inévitable. La salle de conférence du 47e étage avait été transformée. Une longue table en obsidienne était entourée de 2 douzaines de fauteuils en cuir. Des verres à eau étaient alignés avec une précision militaire et les fenêtres allant du sol au plafond encadraient la silhouette de la ville comme un tableau que personne n'avait le temps d'admirer. Vivian Hart entra à 8h45, quelques minutes avant l'arrivée prévue de la délégation Cronin. Elle portait un tailleur anthracite et aucun bijou, à l'exception d'une montre. Son expression reflétait le calme particulier de quelqu'un qui avait déjà répété tous les scénarios possibles et décidé que l'échec n'en faisait pas partie. La délégation Cronin entra à 9h pile, composée de 6 représentants menés par un homme grand, aux cheveux gris argentés, et dont la poignée de main durait exactement une seconde. Caleb n'était pas dans la salle à ce moment-là. Il terminait son service de nuit en ramassant les sacs poubelles du 46e étage, avec du retard car un tuyau avait fui dans les toilettes de l'aile est. Son service devait se terminer à 7 heures, mais la fuite lui avait fait perdre 90 minutes et il poussait maintenant son chariot dans le couloir du 47e étage au moment où la réunion commençait à huis clos. Il aurait dû continuer à marcher. C'était le protocole. Le personnel d'entretien de nuit n'était pas autorisé à accéder aux étages de direction pendant les heures de bureau sans autorisation préalable. Caleb connaissait la règle. Il ne l'avait jamais enfreinte. Mais la porte de la cage d'escalier du 47e étage, qui ne fermait jamais correctement, était entr'ouverte. Et la porte secondaire de la salle de conférence, normalement fermée, avait été laissée ouverte par un assistant traiteur qui avait livré du café 10 minutes plus tôt et avait oublié de la refermer. À travers cet interstice étroit, le son se propageait clairement. Au début, ce n'était que du bruit de fond, des salutations formelles, le frottement des chaises. Puis Caleb entendit le changement. Le représentant principal de Cronin se mit à parler en français au milieu d'une phrase, puis passa sans prévenir à un dialecte régional allemand que Caleb reconnut immédiatement comme étant le Souabe. L'un des 12 interprètes tenta de suivre, buta sur une conjugaison verbale et demanda à l'orateur de répéter. Le représentant de Cronin a souri et est passé à un espagnol castillan rapide. Pas l'espagnol d'Emmanuel, mais la version idiomatique parlée dans le nord de l'Espagne, truffée d'argot que la plupart des traducteurs formés en classe ne comprendraient pas du tout. Caleb a arrêté de pousser son chariot. Il s'est arrêté dans le couloir, une main sur le manche de la serpillière, et a écouté. À travers l'interstice de la porte, il pouvait voir l'interprète passer d'une tentative à l'autre, commencer à traduire, perdre le fil et s'en remettre à un autre. L'équipe Cronin passait sans cesse de l'italien, avec des accents milanais au japonais formel, puis à un passage en arabe mêlant le standard moderne et des expressions familières égyptiennes. Ce n'était pas aléatoire. Caleb pouvait entendre le schéma. Chaque changement était calculé pour exposer l'écart entre la maîtrise théorique et la compréhension réelle. Et enfoui dans ces transitions rapides, si bien intégrées qu'un auditeur distrait les manquerait complètement, se trouvaient des expressions juridiques spécifiques, de la terminologie contractuelle, des clauses de responsabilité déguisées en plaisanterie. Caleb sentit sa poitrine se serrer. Il comprit ce qui se passait, car il avait vécu ces langues, il ne les avait pas étudiées de loin.
L'équipe Cronin ne se contentait pas de tester les interprètes de Hawthorne. Elle insérait des clauses conditionnelles dans ce qui semblait être des phrases de négociation informelles qui, si elles étaient traduites de manière approximative ou incorrecte, enfermeraient Hawthorne dans des conditions bien moins favorables que celles qui figuraient dans le contrat écrit. Aucun des 12 interprètes ne saisit le sens caché. Caleb les entendit traduire des compliments superficiels, tandis que les véritables implications passaient inaperçues. Il resta là longtemps, assez longtemps pour entendre la voix de Vivian Hart percer le bruit, tranchante et maîtrisée, demandant à son interprète en chef une traduction précise des 3 derniers échanges. L'interprète a hésité, puis a proposé une version techniquement exacte en surface, mais qui passait à côté de toutes les implications cachées. Vivian l'a accepté. Elle n'avait aucune raison de ne pas le faire. Elle faisait confiance aux experts qu'elle avait engagés. Caleb a baissé les yeux vers son chariot de nettoyage. Il a regardé l'uniforme gris qu'il portait depuis 3 ans, taché au poignet par l'eau de Javel, et le produit nettoyant pour sol. Il a pensé à son loyer qui devait être payé dans 9 jours. Il pensa à la dette médicale qui figurait toujours sur chaque relevé. Il pensa à ce qui arriverait à un concierge qui entrerait dans une salle où se déroulait une négociation de 300 millions de dollars et dirait à une salle remplie de cadres que toute leur équipe de traduction avait tort. Puis il entendit le représentant principal de Cronin prononcer une autre phrase, cette fois en russe, rapidement, presque avec désinvolture, qui faisait référence à une clause de non-concurrence si agressive qu'elle empêcherait effectivement Hawthorne d'opérer sur 3 marchés européens pendant 5 ans. L'interprète affecté aux Russes traduisit cela comme un engagement mutuel en faveur de la coopération régionale. Caleb lâcha le chariot à balai. Il redressa son uniforme. Il se dirigea vers l'entrée secondaire, posa une main à plat sur la porte et la poussa pour l'ouvrir. Toutes les têtes dans la salle se tournèrent. Plus de 20 personnes en costume sur mesure fixaient un homme en uniforme de concierge qui n'avait ni rendez-vous, ni autorisation, ni badge, et qui n'avait absolument rien à faire là. Caleb croisa le regard froid et impénétrable de Vivian Hart, qui était déjà en train de l'évaluer, et dit la seule chose qui lui vint à l'esprit et qui pourrait lui faire gagner plus de 5 secondes avant que la sécurité ne le traîne dehors. « Madame, je peux vous accorder 30 secondes. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et si je me trompe, je m'en irai et vous ne me reverrez plus jamais. » La salle ne réagit pas comme dans les histoires. Il n'y eut ni halètement, ni silence dramatique suivi de chuchotements intrigués. Ce qui se passa fut plus simple et plus brutal. Vivian Hart regarda Caleb Monroe comme on regarde une fissure dans un pare-brise, une interruption dont il faut s'occuper avant qu'elle ne s'étende. Son chef de cabinet, un homme au menton pointu nommé Douglas Perry, était déjà debout, une main levée vers l'agent de sécurité posté près de l'entrée principale. Les 12 interprètes fixaient Caleb avec des expressions allant de la confusion à la gêne par procuration. Et la délégation Cronin, 6 hommes et femmes vêtus de costumes européens parfaitement ajustés, observait la scène avec le détachement calme et amusé de personnes qui venaient d'obtenir la preuve que leur stratégie fonctionnait. « Faites-le sortir », dit Vivien. Sa voix n'était pas forte. Ce n'était pas nécessaire. Douglas s'approcha immédiatement de Caleb et l'agent de sécurité détacha sa radio de sa ceinture. Caleb ne recula pas. Il resta debout juste à l'intérieur de l'entrée secondaire, toujours vêtu de son uniforme gris, les poignets tachés de javel visibles sous la lumière fluorescente, et garda les yeux fixés sur Vivian. Il s'y attendait. Il s'attendait exactement à cela, et il était entré quand même, ce qui signifiait que la seule chose qui comptait maintenant était de savoir s'il pourrait parler avant qu'il ne l'expulse. Le représentant de Cronin, un homme grand aux cheveux gris argentés, se pencha en arrière sur sa chaise et dit quelque chose en allemand à la femme à côté de lui. C'était une conversation, sans précipitation, et clairement destinée à être entendue. Caleb comprit chaque mot. Ils ne peuvent de même pas contrôler leur propre bâtiment. C'est à eux que nous sommes censés confier 300 millions. La femme répondit en français, suggérant de donner exactement 10 minutes supplémentaires à Hawthorne avant de se retirer officiellement de la table. Les interprètes, toujours assis, captèrent des fragments, mais pas le sens complet. Aucun d'entre eux ne traduisit pour Vivian. Caleb le fit, sans attendre la permission, sans élever la voix. Il regarda Vivian et dit « Il vient de dire à sa collègue en allemand qu'ils ne peuvent pas faire confiance à une entreprise qui ne contrôle pas son propre bâtiment. » Elle répondit en français « Il vous accorde 10 minutes avant de partir. » Ces mots tombèrent dans la pièce comme une pierre jetée dans une eau calme. L'expression de Vivian changea, pas de façon spectaculaire, mais suffisamment, d'un tout petit peu.
Le genre de changement qui ne se produit que lorsque de nouvelles informations, qui ne correspondent pas au modèle existant, sont révélées. Le représentant principal de Cronin se redressa sur sa chaise. Son amusement avait disparu. Il observa Caleb avec l'attention concentrée d'un homme recalculant une équation qu'il pensait avoir déjà résolue. Viven regarda Douglas, puis les interprètes, puis Caleb à nouveau. Le délai de 10 minutes était réel. Elle sentait l'accord lui échapper, et tous les experts qualifiés qu'elle avait engagés restaient assis en silence, incapables de l'empêcher. Elle avait passé 4 mois à préparer cette négociation. Elle avait envisagé toutes les éventualités. Elle n'avait pas prévu qu'elle aurait besoin d'un concierge. 30 secondes, dit Viven. Les mots sortirent sans émotion, dépouillés de tout sauf du calcul. Ce n'était pas de la générosité. Ce n'était pas de la confiance. C'était l'arithmétique d'une femme qui avait épuisé toutes les options et choisissait la moins absurde qui restait. Douglas ouvrit la bouche pour protester, mais Viven l'interrompit d'un regard qui aurait pu arrêter la circulation. L'agent de sécurité resta où il était, la radio toujours à la main. La salle retint son souffle. Caleb s'avança. Il ne se dirigea pas vers la tête de la table et ne tenta pas de se positionner en tant qu'autorité. Il resta où il était, à 3 pas de la porte, et s'adressa directement à la délégation Cronin. Il commença en français, avec un accent parisien fluide et précis, en résumant les 4 derniers échanges et en identifiant le langage contractuel caché derrière ce qui semblait être des plaisanteries. Puis il passa à l'allemand. Pas le allemand scolaire que les interprètes avaient tenté d'utiliser, mais le même dialecte souabe que le représentant principal avait utilisé, répétant les phrases clés avec les expressions régionales correctes intactes. La délégation échangea des regards. Caleb continua, en espagnol, castillan du Nord, exposant rapidement un transfert de responsabilité déguisé en langage de planification. En italien, avec la précision milanaise que la délégation avait utilisée, corrigeant une clause pénale adoucie. Le registre formel japonais clarifiant une restriction sur les opérations dans le Pacifique qui avait été perdue dans la traduction. L'arabe passant du standard moderne à l'argot égyptien, démêlant un passage qu'aucun des 12 interprètes n'avait même tenté de traduire. Le russe direct et sans fioriture, mettant à nu la clause de non-concurrence cachée derrière la coopération régionale. Et enfin, le mandarin mesuré et tonalement exact, déconstruisant un compliment pour révéler la structure de pénalité enfouie sous-jacente. Cela prit plus de 30 secondes. Personne ne l'a arrêté. Lorsque Caleb a terminé, la pièce avait changé. Pas le mobilier, pas l'éclairage, pas la ligne d'horizon visible à travers les baies vitrées. Ce qui avait changé, c'était l'équilibre. La délégation Cronin ne se penchait plus en arrière. Le représentant principal avait les mains jointes sur la table devant lui et regardait Caleb comme un joueur d'échecs regarde l'échiquier après qu'un adversaire a fait un coup qui n'était pas censé être possible. Les 12 interprètes étaient immobiles, certains d'entre eux fixant leurs notes, comme s'ils cherchaient où ils s'étaient trompés. Viven Hart se tenait debout à la tête de la table, les bras croisés, et pour la première fois depuis le début des négociations, c'était elle qui semblait avoir le contrôle. Elle se tourna vers le représentant principal de Cronin et s'adressa à lui en anglais, d'un ton calme et précis. « Je pense que nous devrions revoir les 6 dernières clauses en toute transparence de part et d'autre, à moins que votre équipe n'ait des objections à ce que nous procédions en langage clair. » La représentante principale la regarda longuement, puis acquiesça immédiatement. La négociation reprit, mais la dynamique s'était inversée. Hawthorne n'était plus sur la défensive. Cronin se réajustait. Caleb resta debout près du mur pendant les 40 minutes restantes de la session, sans s'asseoir à la table, mais sans quitter la pièce non plus. Vive ne l'invita pas à s'asseoir, elle ne le remercia pas. Elle l'utilisa comme un chirurgien utilise un instrument, avec précision et sans sentiment, et uniquement lorsque la situation l'exigeait. À 2 reprises, elle lui adressa une question lorsque les interprètes hésitèrent, et à chaque fois, Caleb répondit avec la même précision et le même calme. Lorsque la séance s'est terminée et que la délégation Cronin s'est retirée pour une pause prévue, le représentant principal s'est arrêté à côté de Caleb près de la porte. Il n'a rien dit. Il l'a simplement regardé longuement d'un air inquisiteur, puis s'est éloigné. La porte s'est refermée et la salle s'est retournée contre elle-même. Douglas Perry a pris la parole en premier, la voix tendue, contenant à peine sa frustration. Nous devons parler de ce qui vient de se passer et de ce que cela donne. Il ne s'adressait pas à Caleb. Il s'adressait à Viven, mais ses mots visaient Caleb, tout comme une pierre lancée sur un trône vise une fenêtre. Un vice-président senior nommé Martin Cross,
qui avait observé toute la séance depuis l'autre bout de la table, se leva et dit ce que Douglas n'osait pas dire directement. Nous venons de laisser un concierge représenter cette entreprise devant un partenaire de 300 millions de dollars. Si cela parvient à la presse, si Cronin le mentionne dans une communication externe, nous deviendrons la risée de tous. L'image est catastrophique. Deux autres cadres ont exprimé des préoccupations similaires. Le langage était professionnel, mais le sens était cru. Caleb était un handicap. Sa présence dans cette salle était une violation du protocole, une violation de la hiérarchie de l'entreprise et un embarras potentiel qui devait être corrigé immédiatement. La correction recommandée était simple. Mettre fin à son contrat de travail en le présentant comme une violation de la politique et s'assurer qu'il signe un accord de confidentialité avant de partir. Propre, rapide, sans laisser de traces. Viven a écouté tout cela sans expression. Elle n'a pas défendu Caleb. Elle n'a pas discuté. Elle a dit à Douglas de gérer la situation immédiate du personnel selon la procédure standard et a déclaré qu'elle aborderait les implications plus larges après la pause. Caleb a compris ce que cela signifiait. Il avait passé suffisamment de temps dans des salles, des cuisines, des quais de chargement et des usines pour reconnaître le bruit d'une porte qui se ferme avant qu'elle ne soit réellement fermée. Ce que Caleb ignorait, alors qu'il était raccompagné vers l'ascenseur de service par l'agent de sécurité, c'est que le Cronin Consortium avait déjà commencé à poser des questions. Moins d'une heure après la pause, deux de leurs analystes ont contacté le bureau de Hawthorne pour demander des informations sur l'homme qui avait fourni une assistance linguistique pendant la session du matin. Ils voulaient connaître son nom, son parcours, ses qualifications. Les demandes étaient polies, professionnelles et comportaient une connotation évidente de recrutement. En début d'après-midi, un message est arrivé par l'intermédiaire d'un tiers, non adressé à Hawthorne, mais acheminé par des canaux qui suggéraient qu'il était destiné à Caleb directement. Le message était bref. Cronin souhaitait explorer la possibilité d'un accord de consultation indépendant avec lui, distinct de toute affiliation avec Hawthorne. Les conditions n'étaient pas précisées. Cela impliquait que Viven a appris l'enquête de Cronin par Douglas à 16 heures cet après-midi-là. Cela compliquait tout. Un concierge qui embarrassait l'entreprise était un problème qui pouvait être résolu par une lettre de licenciement. Un concierge que leur partenaire le plus important essayait activement de recruter était un tout autre problème. Un problème qui ne pouvait être résolu en le faisant disparaître, car sa disparition pourrait être exactement ce que l'autre partie souhaitait. Ce soir-là, la situation s'est aggravée au-delà du bureau de Viven. 3 membres du conseil d'administration de Hawthorne ont demandé une réunion d'urgence. La conversation a duré 47 minutes et a porté sur un seul sujet, le jugement de Vivien. Martin Cross avait briefé le conseil avant la réunion, présentant l'incident non pas comme un succès de négociation, mais comme un échec de leadership. Le PDG avait permis à un agent d'entretien non contrôlé et non habilité de participer à la réunion la plus sensible de l'histoire récente de l'entreprise. Le message du conseil d'administration était sans ambiguïté. Si Vivienne continuait à protéger ou à s'associer à Caleb Monroe de quelque manière que ce soit, ils interpréteraient cela comme une décision émotionnelle et ils entameraient un examen officiel de son poste. Le vote ne serait pas serré. Vivienne a mis fin à l'appel et s'est assise seule dans son bureau au 49e étage, le même bureau que Caleb avait vu éclairé tard dans la nuit, alors qu'il poussait son chariot dans le couloir sombre en dessous. Elle ouvrit le projet de contrat sur son écran et fixa les clauses que Caleb avait identifiées, celles que ses 12 interprètes savaient manquer, telles qui auraient coûté à Hawthorne plus que ce qu'aucun membre du conseil d'administration n'était prêt à calculer. À 14 pâtés de maison de là, Caleb était assis sur le bord de son lit dans son studio, tenant une seule feuille de papier. Il s'agissait d'un avis officiel de suspension avec effet immédiat, dans l'attente d'un examen interne de l'accès non autorisé à une session exécutive restreinte. Sa carte d'accès avait déjà été désactivée. Son dernier salaire pour la période en cours lui serait envoyé par la poste. La lettre ne mentionnait pas les langues, elle ne mentionnait pas la négociation, elle mentionnait uniquement la violation. Caleb plia la feuille en deux, la posa sur le comptoir de la cuisine et regarda le carton sous son lit, celui qui contenait des livres de phrases, des guides de grammaire et des cahiers remplis d'années d'écriture manuscrite. 8 langues, une décennie d'apprentissage, et la seule chose qu'il avait accomplie aujourd'hui était de se faire suspendre du seul emploi qui lui permettait de payer son loyer. Il retira ses chaussures de travail, les posa près de la porte, par habitude, et s'assit dans le silence de l'appartement. La radio-transistor sur la table de chevet était éteinte.
Pour la première fois depuis des années, il ne l'alluma pas. Vivian Hart ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta dans son bureau au 49e étage jusqu'à bien après minuit, non pas par indécision, mais parce qu'elle avait besoin d'être certaine avant d'agir. Le système d'enregistrement de la salle de conférence avait capturé l'intégralité de la session du vendredi, avec l'heure et la date précise pour chaque seconde. Vivian récupéra les fichiers et les rejoua depuis le début. Cette fois-ci, elle isola le dialogue original de Cronin dans un canal et les traductions des interprètes dans un autre. Elle a recoupé chaque segment avec le projet de contrat rédigé par son équipe juridique. Au troisième passage, le tableau était indéniable. Caleb n'avait pas simplement mieux traduit que les interprètes engagés. Il avait identifié un ensemble de termes intégrés qui, pris ensemble, auraient transformé le partenariat en une érosion systématique de l'influence internationale de Hawthorne. Vibe n'a calculé l'exposition financière prévue pour chaque clause qu'il avait signalée. Le total, estimé de manière prudente, dépassait 90 millions de dollars sur la durée de l'accord. Elle a enregistré l'analyse, en a imprimé 3 copies, les a enfermées dans son bureau et a envoyé un seul message à Douglas Perry. Réunion d'urgence de la direction samedi à 9 heures du matin. Présence obligatoire. Douglas est arrivé le premier, suivi de Martin Cross et de 5 autres cadres supérieurs, dont les 3 membres du conseil d'administration qui avaient menacé la position de Vivian la veille au soir. La salle de conférence du 47e étage portait encore les traces de la tension de vendredi. Les verres d'eau n'avaient pas encore été débarrassés, les chaises étaient légèrement de travers. Vivian n'attendit pas les banalités d'usage. Elle distribua l'analyse imprimée et donna exactement 4 minutes à l'Assemblée pour la lire avant de prendre la parole. Lorsqu'elle s'exprima, sa voix avait la même précision neutre qu'elle avait utilisée dans toutes les négociations de sa carrière, sauf que cette fois, elle s'adressait à ses propres collaborateurs. Elle ne revint pas sur chaque clause individuellement. Le document parlait de lui-même. Au lieu de cela, elle posa un seul chiffre sur la table, 90 millions, et le laissa flotter dans la pièce comme un poids que personne ne pouvait soulever. Puis elle posa une seule question. Qui parmi vous aimerait expliquer à nos actionnaires que nous avons licencié la seule personne qui avait détecté ce problème parce que son titre nous mettait mal à l'aise? Personne ne répondit. Martin Cross, qui 24 heures plus tôt avait qualifié la présence de Caleb de catastrophique pour l'image de l'entreprise, fixait l'analyse avec l'expression d'un homme qui venait de réaliser qu'il avait failli tomber dans le vide, dans l'obscurité. L'un des membres du conseil d'administration s'éclaircit la gorge et demanda si le consortium Cronin était toujours intéressé par le recrutement de Caleb. Vivian confirma que c'était le cas. L'implication était claire, sans qu'il soit nécessaire de la formuler explicitement. Si Hawthorne rejetait Caleb, Cronin le recruterait, et la prochaine fois qu'il s'assiérait à la table des négociations, l'avantage serait permanent et irréversible. Vivian présenta sa proposition sans la formuler comme une demande. Caleb Monroe se verrait offrir un poste au sein de la division des affaires stratégiques et externes de Hawthorne, avec effet immédiat, avec une rémunération et un titre à la hauteur de la valeur qu'il avait démontrée. Sa suspension serait annulée et supprimée de tous les dossiers internes. La décision serait présentée au Cronin Consortium comme la preuve que Hawthorne reconnaissait et conservait les talents exceptionnels, quelle que soit leur origine, un signe de la confiance institutionnelle que le consortium prétendait tester. Vivian a clairement indiqué qu'il ne s'agissait pas de charité, ni de sentimentalisme, ni d'une manœuvre publicitaire. Il s'agissait d'une correction stratégique d'une erreur que l'entreprise commettait depuis 3 ans en laissant quelqu'un d'aussi compétent que Caleb vider des poubelles dans l'obscurité. Le vote n'était pas unanime, mais il a été adopté. Martin Cross s'est abstenu. Les 3 membres du conseil d'administration ont voté pour O'Malley, non pas parce qu'ils avaient changé d'avis sur la hiérarchie, mais parce que 90 millions de dollars était un chiffre qui l'emportait sur l'idéologie. Douglas Perry a reçu pour instruction de contacter Caleb avant midi. L'appel parvint à Caleb à 11h20 le samedi matin. Il était assis au comptoir de sa cuisine dans son studio. La lettre de suspension était toujours pliée là où il l'avait laissée, à côté d'une tasse de café froid. Lorsque Douglas lui expliqua l'offre, Caleb ne répondit pas immédiatement. Il écouta chaque détail, le titre, la division, le salaire, la réintégration complète, puis ne posa qu'une seule question. « Veut-elle vraiment que je revienne ou est-ce que juste pour m'éloigner d'eux? » Douglas, à son honneur, répondit honnêtement. « Les deux. Mais c'est elle qui a visionné les enregistrements et qui a monté le dossier. Personne ne l'a forcé à le faire. » Caleb accepta. Il enfila les vêtements les plus propres qu'il avait, prit le métro pendant 14 stations et entra dans les locaux de Hawthorne Global
par l'entrée principale pour la première fois depuis 3 ans. Le gardien de sécurité du hall, celui-là même qui l'avait toujours laissé passer sans sourciller par l'entrée de service, vérifia son nom sur la liste des visiteurs et lui remit un badge temporaire indiquant « Accès à l'étage des cadres ». Caleb l'a accroché à sa chemise et a pris l'ascenseur principal jusqu'au 47e étage. La réunion avec Vivien a été brève. Elle n'était pas chaleureuse. Elle ne l'a pas félicité ni ne lui a exprimé sa gratitude de manière ostensible. Elle lui a expliqué en quoi consistait le poste, ce qu'on attendait de lui et quel était le calendrier des négociations avec Cronin, qui devait reprendre le mardi suivant. Puis elle lui a posé une question qui ne figurait pas dans la description du poste. Comment un concierge apprend-il 8 langues? Caleb lui a dit la vérité, sans embellir. Il avait passé sa vingtaine à voyager de pays en pays, acceptant tous les emplois qu'il pouvait trouver. Il avait travaillé dans le bâtiment à Montréal où les chefs d'équipe le laissaient dormir dans le hangar à matériel et lui apprenaient le français autour d'un café le matin. Plongeur à Berlin, où le personnel de cuisine partageait ses repas pendant les quarts de travail fractionnés, et Caleb apprenait l'allemand entre le cliquetis des assiettes. Travailleur agricole dans le sud de l'Espagne, apprenant le castillan auprès des autres cueilleurs dans les vergers, gardien de nuit dans un entrepôt à Marseille, qui lui enseignait l'arabe pendant les quarts de 12 heures où aucun d'eux n'avait rien d'autre à faire, le russe auprès de marins marchands, l'italien auprès d'un mécanicien dans un garage à Milan, le japonais auprès des dockers de Yokohama, le mandarin auprès des travailleurs immigrés qui travaillaient à ses côtés dans 3 emplois différents sur 2 continents. Il complétait tout cela avec des livres d'occasion, des guides de grammaire trouvés dans les bacs de livres mis au rebut par les bibliothèques et toutes les émissions de radio qu'il pouvait capter avec un équipement bon marché. Ce n'était pas du talent, ce n'était pas du génie. C'était le résultat simple et sans glamour d'avoir refusé d'arrêter d'apprendre, même quand personne ne le regardait et que personne ne s'en souciait. Vivian écouta sans l'interrompre. Lorsqu'il eut terminé, elle hocha la tête une fois et dit « Mardi, soyez ici à 8 heures ». La négociation du CIVAVAL se déroula différemment le mardi. Caleb était assis à la table cette fois-ci, non pas en bout de table, ni à côté de Vivian, mais à la table, vêtu d'un costume bleu marine dont l'étiquette du prix était encore visible sur la manche. La délégation Cronin entra, et le représentant principal, un homme grand aux cheveux gris argentés, vit Caleb assis parmi l'équipe Hawthorne. Il ne sourit pas, mais quelque chose dans son expression changea. Peut-être la reconnaissance que l'entreprise assise en face de lui avait réussi un test qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle réussisse. La négociation se déroula dans un langage simple. Les clauses cachées furent renégociées ouvertement. L'accord final signé cet après-midi-là était plus équitable que tout ce que les 2 parties avaient initialement proposé. Dans les semaines qui suivirent, Vivian lança une initiative interne qu'elle appela « Talent Without Labels », Talent sans étiquette, un programme destiné à identifier des compétences négligées au sein du personnel existant de Hawthorne, du service courrier à la maintenance. Il ne s'agissait pas d'une campagne de bienveillance. Elle était structurée, axée sur des indicateurs et liée aux évaluations de performance des services. Le premier audit a permis de découvrir un agent de sécurité ayant une formation en analyse de données, un réceptionniste de nuit qui avait codé des logiciels dans une carrière précédente et un responsable de cafétéria titulaire d'un diplôme en logistique de la chaîne d'approvisionnement. Vivian n'a pas fait la promotion du programme à l'extérieur. Elle l'a simplement intégré dans le fonctionnement de l'entreprise et est passée à autre chose. Caleb a conservé son studio. Il a gardé la radio à transistor sur sa table de chevet. Il a gardé la boîte en carton contenant les livres de phrases sous son lit, même s'il n'avait plus besoin de cacher ce qu'il représentait. Lors de sa première nuit à son nouveau poste, après que tout le monde eut quitté le 47e étage, il est resté tard à son bureau, a ouvert un cahier abîmé à une page vierge et a commencé à étudier sa 9e langue. Personne ne le lui avait demandé. Personne ne le regardait. Cela n'avait jamais été le cas.